14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors lorsqu'on évoque le sexe, on imagine bien qu'il est tout à fait possible d'avoir un rapport sexuel sans sentiment. Mais lorsqu'on parle de sexualité, là déjà, il semble bien qu'une relation sexuelle, ça soit forcément un peu en lien avec de l'affect. Les termes sont toujours très révélateurs. Faire l'amour, ça ne signifie pas la même chose que de s'envoyer en l'air ou de baiser. Alors qu'est-ce qui fait la différence ? Notre identité sexuelle, sans doute, puisqu'on entend souvent que les femmes auraient plus besoin de sentiments pour faire l'amour que les hommes. À moins que ce soit notre culture ou notre éducation. Mais je crois aussi que notre expérience va jouer un rôle essentiel dans tout ça. Et là, ça dépend vraiment de l'expérience de chacun. Certains individus vont commencer leur vie sexuelle en baisant, tandis que d'autres préfèrent attendre le grand amour pour leur première fois. Eh bien, je vous propose de venir nous raconter justement ce que vous mettez dans le sexe. Est-ce que vous y mettez un petit peu d'affect ou pas du tout ? Je suis en compagnie de Sandy Boulanger et elle pourra également vous aider à trouver ce qui vous convient le mieux, parce qu'après tout, c'est peut-être ça l'essentiel, c'est de mettre ce qu'on a envie d'y mettre dans la relation sexuelle. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Sandy Boulanger. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Je vous en prie. Vous êtes relaxologue, sexothérapeute et évidemment vous êtes aussi la créatrice de cette plateforme d'éducation érotique pour les couples. 15 février, on approche bien sûr de cette date et donc sur cette plateforme, les couples peuvent trouver une sexualité un peu plus ludique, en tout cas peuvent développer leur érotisme. Oui, vous travaillez beaucoup sur le toucher aussi. Et peut-être que déjà la manière dont on aime toucher ou être touché va être révélateur de ce qu'on y met dans la sexualité. Oui, beaucoup, parce que en fait, se toucher, c'est quand même aussi en contact avec la peau, qui est une première protection physiologique. Et c'est vrai qu'en fonction de nos histoires, notre culture, notre patrimoine familial, on est tous assez différents finalement aussi par rapport à la facilité ou au rejet du toucher. Donc c'est un sens, c'est le premier sens d'ailleurs de la naissance, que l'on peut toujours continuer à développer. C'est ça qui est fabuleux. Et c'est vrai que ce toucher, ça va nous permettre déjà de savoir est-ce qu'on peut y mettre plus ou moins d'affect. C'est déjà aussi un signe de barrière ou d'ouverture. Je trouve que la question qu'il faudrait peut-être aussi se poser aujourd'hui pour que chacun ait sa réponse de ce qu'il met dans le sexe, c'est son rapport à notre animalité. Parce que finalement, quand on y réfléchit bien, si on était qu'un animal et pas donc un être humain, on pourrait absolument faire l'amour, facilement, puisque l'animal, lui, ne met pas d'affect dans sa sexualité. Il y met évidemment l'instinct de reproduction, mais pas d'affect. Donc déjà, notre rapport au corps et à notre animalité en dit beaucoup, je crois, sur notre besoin de sexe ou notre besoin d'amour dans la sexualité. C'est vrai qu'on a tous compris qu'on ne faisait pas seulement l'amour pour se reproduire. Alors c'est une chance. Ça, je suis pas sûre que tout le monde ait compris. Loin Alors de là, on le redit. Loin de là. Mais c'est vrai que. Il faut dire que certaines cultures ne nous aident pas à le comprendre. Non plus. Mais quand même, aujourd'hui, avec l'accès à l'information qu'on peut avoir facilement, on a une possibilité de venir justement questionner les acquis. Et dans l'animalité, c'est pas forcément dénué de sentiments, justement, quand c'est aussi dénué de la reproduction, donc qui est juste dans une optique unique. Aujourd'hui, avoir une vie sexuelle, c'est aussi un langage, une communication, c'est du plaisir pour soi, pour l'autre. Ça peut être une activité physique, mais ça peut être aussi un enjeu beaucoup plus important d'union sacrée. Bien sûr. Mais je crois que c'est important aussi de comprendre qu'est-ce qu'on en fait de notre pulsion, Et là, je reviens en effet à quelque chose de très animal. On a tous de la pulsion sexuelle. Alors parfois, elle est très faible ou elle est très dans l'ombre de notre personnalité. Mais voilà, et
Et c'est pour ça souvent d'ailleurs qu'on voit des jeunes qui vont plutôt être dans du sexe pour du sexe, et puis avec le temps on y met du lien et donc on est moins dans une sexualité active. Oui, c'est juste ce que vous dites. Il y a cette partie un peu d'immaturité du corps où au début de notre sexualité, notamment à l'adolescence, quand les hormones commencent à travailler, on a du mal un peu à domestiquer ce qu'on ressent, cette pulsion justement qui jaillit. Et puis quand on grandit, on apprend à vivre avec, mais parfois aussi dans les épreuves de vie, on peut être amené à avoir de nouveau ce phénomène de pulsion qui nous accapare, notamment quand il y a des séparations, des divorces. C'est vrai ou des maladies dont on guérit, on peut de nouveau avoir accès à cette pulsion incroyable sexuelle, d'énergie de vie en fait, c'est ça. Donc je pense qu'on n'a pas une sexualité, mais des sexualités. Et c'est vrai que ce côté animal, ce côté pulsionnel, il est pas mal, il est pas mauvais. Il veut pas dire qu'on n'est pas des êtres évolués ou immatures. C'est simplement qu'est-ce qu'on en fait. Certaines personnes vont pouvoir la libérer, je ne sais pas, dans l'art, dans leur travail, la créativité, et puis d'autres vont avoir envie de la mettre dans la créativité intime, justement, et sexuelle. Et c'est important de bien comprendre que la pulsion est quelque chose d'inhérent à la nature humaine, et qu'après, on y met de la morale ou on n'en met pas. Et après, on a tout à fait, on peut tout à fait se sentir coupable d'avoir eu une pulsion sexuelle et d'avoir donc, par exemple, eu une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que son partenaire ou sa partenaire. Mais après, c'est une question d'éthique ou de morale, mettez le mot qu'on veut, mais la pulsion, elle parle de nous, et quelque part, elle a été là, et autant comprendre pourquoi elle nous a submergés et nous a dépassés. Oui, c'est le terme de compréhension qui est important aussi dans ce mécanisme. N'est pas seulement se laisser aller à tout ce que l'on peut ressentir, mais c'est y porter une loupe d'observation, de compréhension, et puis surtout du coup de choix, parce que quand on est guidé par sa pulsion, il n'y a plus de choix en fait, on est l'objet de notre désir, mais on n'est plus vraiment acteur. Donc ce choix, il se regarde, il se pense, et puis s'il a été fait, il se réfléchit, puis on en fait quelque chose. Et puis chez l'humain, il y a aussi des personnes qui vont avoir besoin d'être dans des rôles de séducteurs ou de séductrices et qui vont passer à l'acte sexuellement plus pour se prouver qu'ils sont séduisants, aimables, etc. Et qui quelque part, à un moment donné, vont peut-être être rassurés et passer à des relations plus sentimentales. Mais c'est aussi une construction intéressante et qu'il n'y a pas à juger. Non, pas du tout. Il n'y a pas un chemin à emprunter pour être un adulte épanoui qui vaut le coup en gagnant des points à la fin du match. L'idée, c'est que effectivement, notre sexualité, c'est quelque chose qui est tellement intime et brut chez nous que toute notre vie, on va être actif à façonner toutes les facettes de ce diamant, en fait. Certaines personnes n'ont pas du tout envie de polir ce diamant brut et animal, et puis d'autres vont vraiment y mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. Chacun s'occupe de son diamant, Et alors à la question, est-ce que les femmes ont plus besoin de sentiments pour faire l'amour ? Il faudra peut-être poser la question à notre anthropologue qui sera là dans quelques minutes, Philippe Bruneau. Moi j'ai tendance à dire que oui, malgré tout. Alors après, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis ? Si c'est inné, ça va rester peut-être encore longtemps comme ça. Si c'est acquis, il faudra de toute façon encore beaucoup de temps pour que ça change, parce qu'on sait à quel point ce qui est acquis met des générations à évoluer. Donc pour l'instant, on en est encore là. Moi, j'ai envie de dire non, en fait, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est ce cadre social autour qui détermine... Moi, j'ai envie de dire oui, donc on n'est pas d'accord sur ce point déjà. Mais c'est l'intérêt, justement. Oui. Moi, je ne pense pas que les femmes ont plus besoin de sentiments que les hommes. Je pense il y a eu une éducation, justement, assez ciblée sur le fait que les femmes avaient plus de sentiments. Mais aujourd'hui, on peut voir dans les comportements sexuels... Je pense que oui, parce que je pense que les femmes sont plus en relation avec leurs émotions que les hommes, et que les hommes sont plus en relation avec leurs pulsions que les femmes. Voilà. Mais après... À débattre. Et puis après, chaque femme et chaque homme est un individu, et il y a des hommes qui sont très en relation avec leurs émotions et des femmes très en relation avec leurs pulsions. Donc voilà. Mais
en moyenne, j'aurais tendance à dire oui. Et vous dites non, écoutez, c'est peut-être les auditeurs qui vont nous apporter des réponses, et puis on les écoutera. Voilà. En revanche, ce qui est important, c'est quand même peut-être d'avancer sur soi-même, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on avance sur soi-même, on arrivera mieux à faire les choix qui nous conviennent, qui nous épanouissent, parce que on l'a abordé mercredi avec Yves Slati, la sexualité, ça fait partie de la santé sexuelle, et donc c'est quand même important de ne pas passer à côté de sa sexualité. C'est vrai, puis ce qu'il y a aussi derrière cette motivation comme ça à aller se regarder, se comprendre et évoluer, c'est surtout passer à côté de l'ennui. C'est qu'au bout d'un moment, quand on a une sexualité qui est toujours la même, qu'elle soit inexistante ou d'une certaine forme de pratique, il y a quand même une forme d'ennui qui arrive. Et aujourd'hui, on n'est plus dans une époque où l'ennui est possible. On est trop stimulé à l'extérieur. Tout nous pousse à lire, à écouter, à regarder. Donc on ne peut plus se contenter en fait de ce qui pouvait être avant. Mais cette réflexion, en fait, elle est surtout basée sur comment est-ce que je vais me sentir avec moi, mais avec l'autre, du coup. Et c'est là où on peut venir débattre sur le fait que si c'est juste une activité physique adaptée, la sexualité, on se fiche de l'autre, je ne prends que pour moi. Mais quand même, je crois que majoritairement, c'est pas du tout ce qui se vit. Il y a aussi un intérêt dans la relation. Pourquoi forcément, si on a une sexualité très sportive, pour utiliser un mot qui ne soit pas négatif, parce que je n'ai pas envie de juger, pourquoi on ne s'intéresserait pas à l'autre ? C'est pas tant qu'elle soit sportive. On peut très bien être très porté sur le sexe sans sentiment, mais avoir un plaisir intense à faire jouir l'autre. Oui, et donc on s'intéresse à l'autre. Oui, bien sûr. Quand je dis une activité physique adaptée, c'est comme si vous alliez à un footing. Donc dans ces cas-là, vous n'êtes qu'avec vous-même. Il n'y a pas de partage. À partir du moment où on commence à s'intéresser au plaisir de l'autre, il y a un lien qui se fait. Mais donc, pas forcément un sentiment. Non, c'est un lien. Je crois que c'est vraiment important enfin moi c'est en tout cas le message que je veux faire passer, parce que on entend plutôt des hommes, mais quoique si, on entend aussi des femmes qui sont sexuellement très très actives, qui n'ont pas de sentiments particuliers, mais qui pourtant se font presque un point d'honneur de faire jouir l'autre. Bien sûr. Donc l'autre n'est pas un objet. Exactement, c'est un lien. Mais un lien qui n'a pas de sentiment autre mesure que ce lien-là partagé dans l'instant. D'accord, mais c'est important de bien faire la différence entre, à ce moment-là, le terme de lien et de sentiment. Mais en fait, le lien, à part quand on est pervers, le lien à l'autre, il existe tout le temps. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui, quand vous prenez un verre avec quelqu'un, si vous êtes pervers, vous allez l'utiliser simplement comme un objet. Si vous êtes normal, vous avez un lien déjà, rien que le fait de prendre un verre avec quelqu'un. Exactement, et c'est vrai que cette échelle de sentiments, alors on peut reparler de l'échelle d'amour de la Grèce antique, où il y a différents degrés d'amour, mais en fait c'est différents degrés d'attachement, et c'est vrai que le fait de se préoccuper déjà de l'autre et de son plaisir, c'est déjà un sentiment, c'est déjà un lien. Je sais pas si on peut mettre le mot de sentiment, parce que finalement un lien, on est dans des liens avec nos collègues de travail, est-ce que pour autant on a des sentiments Pas sexués. Moi, je pense qu'on a quand même des sentiments pour les gens qui nous sont proches et au collègue, mais c'est pas sexué. Oui, mais est-ce que le mot sentiment, pour moi, c'est quand même déjà quelque chose qui va au-dessus du simple lien, me semble-t-il maintenant. Vous y mêlez de l'amour. En tout cas, un peu plus que simplement du lien. Il y a quand même des degrés, me semble-t-il. Mais bon, on va voir ce que nous disent nos auditeurs, et puis bien sûr, on vous invite à réagir. Est-ce que vous aimez le sexe sans amour? Est-ce que vous avez besoin d'amour pour le sexe? C'est au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sexe et amour, on les conjugue pas, c'est à vous de décider. Nous sommes avec Sandy Boulanger, relaxologue et sexothérapeute, et on commence avec Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Victoire. Alors, vous conjuguez ou pas sexe et amour, vous? Ça m'arrive, mais il m'arrive pas également. Toujours. Non, loin de là. Non, c'est absolument possible en effet d'avoir des relations sexuelles sans sentiment.
Ouais. J'ai eu une première partie de ma vie où là j'étais en couple bien établi, où il y avait des sentiments amoureux, voilà, une partie classique on va dire. Ouais. Et puis j'ai découvert une autre sexualité à l'occasion d'une séparation. J'écoutais très attentivement ce dont vous parliez tout à l'heure, les pulsions d'énergie de vie. J'ai clairement vécu ça. Ça m'a parlé de réparation, ça m'a parlé de me retrouver, de m'apercevoir. Donc après votre rupture où vous aviez été fidèle, c'est ça? Oui. Vous avez vécu vous avez vécu plusieurs aventures sexuelles pour vous réparer, c'est ça? C'est ça, oui. Et j'ai toujours été fidèle, même en n'étant pas en couple. Hein. Vous voulez dire que vous preniez un amant, puis quand vous en preniez un autre, vous quittiez celui d'avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, des fidélités successives, hein, comme on dit aujourd'hui. Oui. Je vous en parle parce que ça interroge toujours moi-même et puis mes amis d'ailleurs. Ça veut dire que quelque part vous y mettez quand même un peu d'attachement, parce que vous n'êtes pas capable d'en avoir deux en même temps. Alors j'ai eu deux en même temps. Ah bah alors. Mais pour moi j'étais fidèle puisque ils étaient ils étaient au courant. Mais alors en même temps ou aussi, oui. Les deux dans le même lit? Oui. Ah. Donc vous étiez fidèle. Oui. Mais plus pour revenir au sujet, c'est vrai que là, ça fait à peu près plus de 2 années que j'ai des amants sans sentiment. Ça fait un moment que je suis pas tombée amoureuse. En revanche, j'ai aussi une relation longue. Qui depuis presque 2 ans également, sans sentiment, c'est-à-dire que nous ne voulons pas nous engager ni l'un ni l'autre. Un sex friend, comme on dit aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais c'est plus que ça. Alors je vous écoutais attentivement. Je peux pas parler à sa place, bien sûr. Il me semble qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a pas c'est plus qu'un lien. Mais s'il y a un sentiment, c'est pas un sentiment amoureux, c'est un sentiment amical. Donc ça, effectivement, des vrais sex friends, oui. Et c'est toute la question d'ailleurs sur laquelle on a buté, Sandy et moi, c'est qu'au fait, quand on parle, moi j'avais tendance à mettre de l'amour derrière le mot sentiment, et vous mettiez juste du lien, hein, Sandy. Oui. Ah oui, pardon. Un lien particulier, du coup, je pense que Victoire, c'est ce que vous dites aussi. Vous n'avez pas un lien d'amour, mais d'amitié. C'est-à-dire que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Oui, tout à fait. Mais pour le sexe, surtout. Alors c'est peut-être pas vraiment un sex friend alors, parce que normalement, en tout cas il n'y a pas vraiment de l'amitié à ce moment-là, parce que l'amitié c'est justement la possibilité de compter sur l'autre. Oui, alors en revanche, non, il ne fait pas partie de mes amis. D'accord. Voilà, je ne le vois que pour du sexe. Pour la sexualité. Vous pouvez compter sur lui pour jouir, quoi. Exactement. Et lui peut compter sur vous pour jouir. D'accord. Voilà, tout à fait. Oui, donc c'est donc uniquement un lien sexuel, on pourrait dire. Alors la différence que je fais moi entre sentiment ou sans sentiment, en fait, c'est la différence entre le corps et l'esprit, tout simplement. C'est-à-dire que en effet, le corps, si on le laisse s'exprimer, il a des pulsions, c'est logique. Je fais le parallèle moi entre la sexualité et l'alimentation. Pour moi, ça fonctionne de la même façon. Ce qu'on peut aimer à 20 ans, on peut le détester à 50 et vice-versa. Et puis l'esprit, le cerveau peut décider de nous interdire certaines choses. Et alors, pourquoi vous vous interdisez d'avoir du sentiment pour cet homme Pour cet homme-là ? Oui. Écoutez, j'avoue que j'ai pas vu les choses comme ça. Alors, je pense que c'est plus lui qui décide. C'est amusant. D'accord. C'est lui qui veut pas s'engager, c'est ça? Donc vous décidez qu'il faut pas mettre de sentiments, sinon vous pourriez souffrir. Oui, c'est possible. C'est possible. Et si vous quittez, s'il mettait fin à votre relation sexuelle, qu'est-ce que vous ressentiriez? Eh bien, j'y ai pas pensé, je vous avoue. Parce que ça pointe un peu sur le sentiment, là, du coup. Peut-être que enfin, je pourrais trouver une relation, j'allais dire sérieuse, alors que j'aime pas ce mot-là. Donc quelque part, il a une petite place dans votre cœur qui empêche un autre de rentrer. Alors oui et non, parce qu'il y en a eu d'autres en même temps que lui, et de son côté également, je le sais. Et depuis quelques mois, justement, moi, j'ai stoppé les autres relations parce que mon esprit
me dit que j'ai envie d'une relation, justement, d'en arriver à une relation où j'aurai des sentiments, du sexe avec des sentiments. D'accord. Voilà. Mais mon corps ne s'empêche pas, justement, pour l'instant, de le revoir et peut-être d'en voir d'autres à l'occasion. D'accord, mais si demain vous tombez amoureuse d'un autre homme, vous nettoyez tout ça, quoi. Ah oui, j'arrête cette relation, oui, tout à fait. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une partie de cette relation où voilà, c'était de la sexualité sans sentiment, bon, avec respect, le cadre était plutôt clair entre vous. Et puis, au bout d'un moment, peut-être que voilà, il y a un sentiment qui arrive, et puis vous voyez que ça va pas dans le cadre convenu, qui était déterminé. Bon, l'avantage du cadre, c'est que parfois ça peut évoluer, dans n'importe quel sens. D'ailleurs, on peut être très fidèle au début, se dire qu'on va se faire toute notre vie, puis finalement, on vit différemment après. Mais c'est possible d'avoir de la sexualité sans sentiment. Et puis quand même, avec la répétition, il y a quand même aussi cette possibilité quand même qu'il y ait quand même des sentiments qui arrivent. Avoir un sentiment amoureux, ça ne veut pas dire que tout de suite on veut s'établir ensemble, vivre ensemble et puis tout boucler. Mais c'est peut-être une autre forme aussi de relation et d'expression du lien. Oui, En tout cas, ce qui semble ressortir de votre témoignage, Victoire, c'est que ce sex friend, comme vous dites, si c'était possible, vous vous laisseriez aller à avoir des sentiments. Mais vous avez la prudence, et ça montre bien que vous êtes assez lucide sur vous-même. Vous avez la prudence de fermer cette porte-là pour pas souffrir. Oui, on peut. Enfin, oui, vous avez en partie raison. Il y a quand même autre chose, c'est que comme on ne se voit que pour le sexe, c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Donc pour moi, l'aspect intellect, d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour tomber amoureuse. Victoire, c'est une femme qui vous parle. Quand on connaît un homme sexuellement, on le connaît déjà pas mal. Vous croyez pas ? Bah écoutez, c'est possible. Oui. C'est possible. Et puis quand on a une bonne entente sexuelle, on peut faire l'impasse sur d'autres choses dans son intellect ou autre qui nous conviendraient peut-être pas tout autant, mais qui quand même, c'est une bonne base de complicité. En tout cas, c'est un des piliers d'une relation qui marche bien. Surtout quand ça commence en étant sex-friend. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Mais pour revenir sur le sujet, les femmes et les hommes, les besoins de sentiments pour le sexe, moi j'ai un certain nombre de femmes célibataires autour de moi et la majorité veulent des sentiments pour avoir des relations sexuelles. Mais bien sûr. Mais c'est ce que vous disiez, Brigitte. Mais on va continuer à avancer ensemble dans cette émission. On parle vrai, vous l'avez compris. Venez vous exprimer au 0826 300 300. Et merci beaucoup, Victoire, en tout cas, de ce témoignage. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News, Philippe Breneau, qui est avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Philippe Breneau. Vous êtes psychiatre, sexothérapeute, anthropologue. Alors, c'est plutôt à l'anthropologue et au sexologue que je vais poser la question. Est-ce que les femmes ont plus besoin de sentiments, d'après vous, ou pas ? Oui, mais là, il faudrait le développer pendant plus de temps. Bon, non, vous ne voulez pas nous départager parce que vous nous aimez bien toutes les deux. Non, il y a des stéréotypes. Je connais votre politiquement correct, Philippe Breneau. Il y a des stéréotypes qui sont vrais et que je crois qu'ils ne sont pas que de culture. Parce que le problème aujourd'hui, ça fera l'objet d'une prochaine remarque, une prochaine chronique. C'est vrai qu'il y a quand même cette idée que l'on lit partout et que tout le monde répète, c'est que tout est socialement construit. Et un peu comme si on ne pouvait pas on ne peut pas s'y opposer parce que c'est une doxa. Ouais. Mais c'est pas vrai. Et par exemple, un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme. Comment ça ? Et non. On se rejoint là-dessus. Et donc il y a des choses plus complexes, mais c'est vrai qu'idéologiquement aujourd'hui, on est quelquefois sous une pression qui nous amènerait à ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de différence. Eh bien, entre les je sexes. résiste. Voilà, je résiste. Bon. Alors, vous allez nous parler de l'événement le plus important depuis le début de l'humanité. Mais oui, je suis suspendu à vos lèvres, là. Quelque chose que je répète, que je ne cesse de répéter, une affirmation que j'ai dite ici plusieurs fois, que tout le monde oublie. Dans les années 1970, en Occident, est survenu l'événement le plus important depuis le début de l'humanité. C'est quoi ? C'est la séparation de la fécondité et de la sexualité. Et voilà. Mais c'est un événement
inimaginable. Et notamment, c'est à l'origine de l'existence sociale des femmes en Occident. Or, avancée notable, avant-hier soir, au Sénat, c'est-à-dire cette possibilité, selon les termes du Sénat, de liberté féminine d'interruption volontaire de grossesse qui va ouvrir la voie possible à l'inscription dans la Constitution afin que ça ne soit pas démantelé. Alors pourquoi je veux quand même le répéter? Eh bien, en raison d'une véritable indifférence des toutes jeunes générations qui ne comprennent pas d'ailleurs. Hein. Ben non, mais elles surtout, sont nées avec la pilule. Elles sont nées avec véritable indifférence. Pas avec la pilule de leur avec mère. la pilule dans la bouche non plus. Comme on le ni la disait. pilule de leur mère. On le disait, hein, que les enfants allaient naître avec la pilule dans la bouche, ça a été dit. D'une véritable indifférence à cet événement majeur qui est à peine mentionné dans les livres d'histoire. On le mentionne comme d'autres. Non. C'est considérable. Enfin, on peut séparer la sexualité de la fécondité. Et surtout pour les plus jeunes générations, une contraception libre, efficace, semble tellement naturelle que rien ne peut la remettre en cause. On oublie la terrible, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, la terrible condition antérieure des femmes, qui est encore celle des 3/4 de l'humanité, qui vivent dans ce que j'appellerais la précarité sexuelle, une précarité terrible. À l'oubli, il n'y a qu'une chose à faire, il faut opposer la mémoire. Alors certains s'en souviennent encore, Brigitte, vous en souvenez, Sandy certainement. J'ai en mémoire l'époque terrible et émouvante où des femmes mouraient chaque jour en France, où des médecins poursuivis pour avortement clandestin faisaient la une des journaux. Le souvenir, en 78, j'étais très étonné par une de mes étudiantes très émue, qui était une femme médecin immigrée de Roumanie, qui avait échappé à la mort abortive, elle avait avorté 2 fois, elle avait failli y passer, et elle clamait combien la pilule et l'IVG avaient changé sa vie de femme, c'est-à-dire la vie de toutes les femmes de sa génération, c'est-à-dire la vie des femmes d'aujourd'hui, et quand on oublie les racines, eh ben, ça risque de changer. Qui s'en souvient aujourd'hui ? Partout de par le monde, vous avez des tentations pour le retour. Hein, on a parlé combien de fois, même ici, Pologne, Hongrie. Vous savez que en Pologne, on peut pratiquement pas avorter. En Hongrie, mais non, les femmes ukrainiennes qui sont arrivées en Pologne et qui devaient avorter en Ukraine, bien sûr, n'ont pas pu avorter parce qu'elles sont arrivées en Pologne. Bien, elles sont arrivées en Pologne. Ça a été un événement dont on a beaucoup parlé l'année dernière au mois de mars. Et en Hongrie, en septembre dernier, vous savez que les femmes sont obligées, si elles veulent avorter, d'écouter le cœur du fœtus avant de prendre une décision. Quelle violence. Oui. De tous les temps, il y a eu des faiseuses d'anges, il y a eu des choses terribles. Mais je voudrais simplement faire un rappel historique. En France, la loi de 1920, c'était il y a un siècle, elle va faire de l'avortement un délit pénal. Le simple fait de donner une information sur l'avortement, ou même sur la contraception, pouvait être puni de prison. Et d'ailleurs, la pub sur les préservatifs était interdite. C'était interdit, bien entendu. Jusqu'à l'arrivée du On pouvait sida. aller en prison parce qu'on avait parlé, parce qu'on avait fait la promotion. En 41, le régime de Vichy déclara d'abord l'avortement acte contre le peuple français et contre l'unité nationale. En 42, un an plus tard, c'est décrété crime contre l'État. En 43, c'est-à-dire crime contre l'État, c'est-à-dire passible de mort. En 43, un an plus tard, une femme très courageuse, Marie-Louise Giraud, sera guillotinée dans la cour de la prison de la Roquette à Paris pour manœuvre abortive. C'est-à-dire que je crois que qui se souvient que les médecins étaient en prison, les femmes pouvaient être, les femmes avorteuses, faiseuses d'anges, pouvaient être condamnées à mort. Savoir aussi, si on regarde avant la loi Veil, et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en parallèle, avant la loi Veil, c'est-à-dire le 17 janvier 75, il y a pratiquement 50 ans, 10 à 20 femmes mouraient chaque jour en France dans des avortements clandestins. 10 à 20 femmes, beaucoup plus que même que les féminicides aujourd'hui. Mais qui le sait, qui l'a pas oublié qui l'a oublié, pardon. Bilan très lourd, près d'1 million d'avortements chaque année, 20 000 femmes stériles chaque année. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le combat, à mon avis, n'est jamais terminé. Ces chiffres ne doivent pas être oubliés. Tant mieux si l'avortement sécurisé, une contraception permet la liberté que l'on a aujourd'hui. Mais grâce à cette contraception et à l'avortement, les femmes occidentales ont aujourd'hui une existence sociale pleine et entière et ont une sexualité libre. Il n'y aurait plus d'avortement,
plus de liberté sexuelle. Comme on ne le sait pas, on n'y fait pas attention, il faut l'inscrire bien sûr dans la Constitution. Il y a un pas qui a été fait, c'est très loin d'être fait, il faut plusieurs années, il va falloir qu'il n'y ait pas d'obstacles. Mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est l'événement le plus important. Pour la liberté des femmes et donc forcément des hommes aussi. Pour la liberté et pour la liberté sexuelle. Exactement. C'est quelque chose qui conditionne notre liberté aujourd'hui et on ne fait pas le lien. Personne ne fait le lien. Personne n'exagérait pas, mais en tout cas, la société ne fait pas le lien. Et je trouve assez inquiétant en ce moment où on parle énormément des retraites, je trouve assez inquiétant toutes ces personnes qui sont en train de dire il faut redonner aux femmes l'envie d'avoir des enfants, etc. etc. Oui. Laissons les femmes libres. Si aujourd'hui elles ont moins envie d'avoir d'enfants, ben laissons-les libres. Et je crois qu'il y a une autre chose que je voulais dire sur la liberté des femmes aujourd'hui, c'est aussi leur capacité à pouvoir travailler et le fait qu'aujourd'hui les parents trouvent aussi important que la fille, que le garçon ait des bonnes notes à l'école. Ça, c'est aussi des choses qui ont beaucoup changé. C'est peut-être moins important que la contraception, mais c'est quand même aussi important pour la liberté des femmes. Brigitte, mais quand vous voyez, vous entendez le discours dont vous parlez, qui est laissons les femmes vouloir avoir des enfants, mais parce que vous avez derrière toujours une rhétorique qui est complètement réactionnaire et qui dit ça suffit cette liberté et cette liberté des femmes, parce qu'en définitive il y a un mouvement qui est permanent, qui est pro-life, qui ne comprend pas, qui n'accepte pas. Qui n'accepte pas l'existence sociale des femmes. Mais oui, parce que pour la société, une femme, ça peut être qu'une mère. Et si elle n'est pas mère, elle n'est pas femme. Et exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important, de bien laisser à chaque femme le droit d'élever, pourquoi pas, ses enfants sans travailler, ou de ne pas avoir d'enfants, ou d'en avoir. Enfin, je veux dire. Il faut être vigilant. Il faut que les jeunes générations le comprennent, l'entendent, qu'on l'apprenne. Et on voit comment il y a des archétypes comme ça sociétaux qui reviennent dès qu'il y a une société qui se crispe. Comment on veut retourner à remettre la femme, comme si son corps ne lui appartenait pas, quoi. Ah mais bien entendu, il y a quelque chose de révoltant. Le pouvoir masculin est ancré depuis tellement longtemps, et là c'est même au-delà de la construction sociale que ça veut sans arrêt se rétablir. Non, je crois qu'il faut être vigilant. Il faudrait l'apprendre. Il faudrait apprendre les liens, parce que très souvent, oui, on dit qu'il y a liberté de l'avortement, mais qui fait le lien avec la liberté sexuelle aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. C'est pédagogique, c'est en éducation à la sexualité que ça doit être dit. Et puis sur la liberté des femmes, parce que si une femme n'a pas envie d'avoir un autre enfant, qu'elle en ait eu déjà ou pas, c'est sa liberté. Si elle se retrouve avec 3 enfants et qu'elle pourra peut-être plus travailler autant, enfin, on voit bien tout l'impact que ça a d'avoir des enfants. On retourne à l'ancienne. Donc laissons-les libres de faire leur choix. Mais oui, parce que ça retourne sinon à l'ancienne domination ou état de sous-domination masculine dans lequel les femmes sont immobilisées dans l'enfantement, dans le soin aux enfants. Mais c'est drôle parce que j'ai eu une conversation assez virulente récemment avec un homme, et je lui disais, mais de toute façon quand une femme devient mère, elle perd un peu de sa liberté. C'est très vrai. Et il était scandalisé que je puisse oser dire ça, et je le dis et je l'affirme très fort. Voilà, c'est certainement d'autres bonheurs et d'autres joies, et il y a pas à juger de quoi que ce soit. C'est pas un jugement de ma part, mais c'est une réalité. Et combien de femmes disent, après avoir eu leur premier enfant, je ne savais pas que c'était autant d'investissement, parce que c'est pas la même chose pour un homme. Elles perdent beaucoup plus de liberté que les hommes, c'est totalement vrai. Et donc c'est important de le savoir, quoi. Mais c'est en train d'évoluer aussi quand même, tout ça, parce que par rapport au congé paternel, par exemple. Oui, c'est très vrai. Et puis il y a justement dans le collectif de femmes de santé dans lequel j'œuvre grandement, où on travaille énormément aussi sur l'égalité justement de la parentalité, pour que partir faire un congé maternité ne soit pas aussi pénalisant, mais que ça puisse être vécu par les deux, parce qu'il y a des réalités qui sont aujourd'hui économiques, où encore dans notre pays, une femme va souvent gagner bien moins que son conjoint, et que forcément, vu le coût de la vie, on ne peut pas se permettre de diminuer le salaire le plus élevé, et que tant que le salaire de l'homme sera plus élevé à poste équivalent, dit-on, ce sera toujours embêtant. Donc,
Je trouve ça très beau ce que vous dites sur cette pilule qui doit rappeler effectivement l'origine de ce que c'est que la liberté. Il faut lutter contre l'oubli. Parce que Oui, c'est l'oubli absolument. qui peut... c'est très fragile. Il n'y a qu'à voir dans beaucoup de pays, on revient en arrière. On n'est pas à l'abri de ça, même en France. Et puis ça permet de garder toujours des horizons très ouverts aussi sur ne pas voir juste ce que l'actualité peut nous amener aujourd'hui dans les débats actuels, mais qu'il y a quand même tout un historique qui est essentiel et qu'il faut continuer à prendre en compte parce que ça continue de nous colorer. Absolument. Merci beaucoup Philippe Bourdeau. Je suis bien d'accord, c'est l'événement le plus important depuis le début de l'humanité. Je rappelle qu'on peut vous retrouver dans Taxi Thérapie. C'est un livre, c'est un roman. Hein, c'était un nouvel exercice pour vous et je sais que vous aimez beaucoup ce roman. C'est aux éditions Serge Safran. Si on a envie de vous découvrir sous un autre angle, c'est Avec aussi plaisir, intéressant. Franck est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour Sandy Boulanger, bonjour Brigitte Lahaye, je suis ravi de vous entendre. Ben nous aussi Franck. Eh bien écoutez, oui, parce que vous avez une voix bien dynamique, Franck. Merci. Alors justement, vous, puisqu'on parlait du congé parental de père, est-ce que vous aimeriez, vous auriez aimé vous occuper d'un enfant, d'un tout petit bébé, Franck ? Alors moi j'ai 2 enfants, un grand de 9 ans et une petite de 2 ans. Et alors j'adore mes enfants plus que tout, mais j'aurais eu du mal à prendre un congé paternité, je pense. D'accord. Et pourquoi ? Voilà. Parce que vous avez un métier qui ça aurait été compliqué ? Non, pas du tout. Je suis assez libre, je suis artisan, donc je pourrais, enfin voilà, Oui. il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais je pense... Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien bouger et tout ça. J'aurais eu du mal à rester à la maison. À vous occuper du bébé. Ouais, oui. Voilà, c'est égoïste, hein. Non, mais Non. attendez, Pas Franck, du tout, hein. Je vois pas de. Enfin, moi, j'ai jamais de jugement parce que je pense que chacun fait ce qu'il veut et voilà tout. Et c'est à la société de donner la possibilité à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà mon avis, aussi bien sur les mères que sur les pères. Et vous avez tout à fait le droit de dire, bah non, moi, je préfère que ce soit ma femme qui s'occupe de mon enfant. Et pourtant, j'adore mes enfants et ça, on n'en doute pas. D'accord, très bien. Deuxième Vous me question. déculpabilisez. J'espère, parce que si je me mets à culpabiliser, c'est que j'ai vraiment pris un coup de vieux. Hein. Deuxième question, est-ce que vous auriez un fantasme comme ça que vous n'avez pas réalisé et qui de temps en temps vous titille ? Fantasme, oui, bien sûr, oui. Le fantasme d'un trio avec une femme. Avec une autre femme que la vôtre ? Avec une femme en plus de la vôtre, hein. Exactement. D'accord. Et alors, vous l'avez déjà évoqué ou ça vous paraît difficile d'en parler ? Non, bien sûr, on a évoqué le sujet. Bon, après, c'est du travail au corps, tout ça. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Je sais pas si vraiment il y a un moment pour ça, mais bon, le sujet est dans les tuyaux et puis on attendra un petit peu. Bon, Si déjà, ça n'a pas été un non catégorique, visiblement. Ça n'a pas été un non catégorique. D'accord. Non. Et alors, dernière question, qu'est-ce que vous préférez le plus chez votre femme ? Que ce soit physique ou psychologique, hein, d'ailleurs. Alors, avant, c'était basé uniquement sur le physique, et maintenant, je l'aime pour ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Bah, écoutez, ça montre que l'attachement, il y a des racines dans ce lien. Oui. Hein, voilà. Oui, voilà. Ouais. Bon, eh bien, vous pouvez poser une question à Sandy Boulanger, elle vous écoute. Alors, Sandy Boulanger, avez-vous un fantasme auquel vous voudrez réaliser ? Que vous voulez réaliser ? Alors, moi j'ai un principe, j'ai un postulat qu'un fantasme reste dans mon esprit. Ça vient du grec, fantasia. C'est quelque chose qui n'est que dans l'esprit. Donc, si je le réalise, c'est que ce n'est plus un fantasme, ce n'est pas un fantasme. Donc, souvent, la fantasmagorique est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc, ce à quoi je pense, je le réalise. Ce à quoi je fantasme, je ne réalise pas. Bon. D'accord. Et le fantasme n'a pas été plus fort que la... Enfin, vous n'avez jamais... C'est une façon de ne pas vous répondre, hein, Franck. Oui, un petit peu, ouais. Voilà. Mais non, c'est clair, pourtant. Non, c'est pas du tout clair. C'est une pas façon clair, de pas non. répondre. Non. Un fantasme, d'ailleurs, je suis pas d'accord avec vous, encore une fois, désolé, Sandy, Mais écoutez, c'est notre jour. on peut avoir des fantasmes, oui. les réaliser, et ça reste des fantasmes, mais après, chacun... Mais s'ils sont réalisés,
Et bien alors, ça peut rester un fantasme, ça peut continuer à nous exciter de fantasmer. Oui, Bien mais sûr. il est réalisé, donc c'est plus quelque chose de la fantaisie. bah, ça, Il c'est- Mais si on ne le existe. réalise pas tous les jours. Ben non, donc ça peut rester. Enfin bon. Après, c'est des questions de mots, encore une fois. Oui, je pense, oui. Et c'est pas le problème. Eh bien, écoutez, merci Franck. Je signale d'ailleurs que c'est vendredi prochain qu'on sera avec Arthur Vernon et qu'on parlera justement des fantasmes et on verra si c'est mieux de les réaliser ou pas. Voilà. Merci Franck. Merci. Merci on à fait vous. une petite pause et puis on se retrouve dans un instant, toujours avec Sandy Boulanger. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Est-ce que vous êtes capable d'avoir du sexe sans sentiment? C'est notre sujet aujourd'hui avec Sandy Boulanger, sexothérapeute. Et bien sûr, on n'a pas de jugement, encore une fois. Hein. Chacun fait ce qu'il peut, comme il veut. Hein. Voilà. Voilà. Chacun se fait du bien comme il veut. Voilà. Bonjour Sonia. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Sonia. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous? Alors moi, déjà quand j'étais plus jeune, avant d'avoir une sexualité, je m'imaginais rencontrer l'homme de ma vie et avoir un seul homme jusqu'à la fin des temps. Une petite princesse, alors. Hein. Oui, c'est ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais coucher avec un homme sans avoir de sentiments, juste parce qu'il me plaisait, soit physiquement, soit il a du charisme et son charisme me donne du désir. Et donc, j'ai eu, oui, effectivement, des relations sans sentiments qui se sont très bien passées. J'ai eu du plaisir sexuel. J'ai pu tester tout ce que je voulais. Je me sentais libre. Et autrement, quand j'ai eu des sentiments, donc je me suis rendu compte quand même que le plaisir était décuplé. Et c'est vraiment différent. C'est deux choses totalement différentes qui sont très bien. Quand on est célibataire, pouvoir coucher avec un homme sans le connaître, tester, savoir si le feeling va passer aussi bien mentalement que physiquement, c'est super. Et quand il y a les sentiments avec, c'est génial. C'est intéressant ce que vous dites, Sonia, parce qu'il y a effectivement parfois d'avoir une sexualité sans affect, ça permet d'acquérir une certaine liberté, parce qu'on n'a pas de peur de jugement, il n'y a pas d'enjeu. Donc il y a beaucoup plus de liberté. Et puis peut-être que cette liberté aussi vécue, expérimentée, elle permet dans une relation où il y a de l'affect, d'ouvrir encore plus justement ces portes-là de la liberté qui parfois peuvent être plus difficiles à ouvrir quand on a de l'affect et qu'on a un peu peur du jugement de l'autre ou son propre jugement si jamais on expérimente certaines choses. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti aussi. J'ai pu faire profiter mes hommes de mes expériences, ils en étaient ravis. Et c'est vrai que c'est important parce que du coup, vous avez pu laisser votre corps s'exprimer et vous êtes certainement beaucoup plus libre dans votre corps. Qu'avant. Mais ce que vous dites aussi sur le fait que quand vous découvrez qu'avec des sentiments c'est encore mieux, c'est vrai pour vous et ça peut être l'inverse pour d'autres. C'est ça aussi qu'il faut entendre. C'est-à-dire, absolument, il y a des êtres, pas seulement des femmes, il y a des êtres qui, quand ils ont des sentiments, veulent tellement faire plaisir à l'autre, ils ont tellement peu de confiance en eux-mêmes que du coup ils se brident et ils font moins bien l'amour ou en tout cas ils ont moins accès à la jouissance. Donc vous voyez, chacun va vivre les choses comme il peut. Hein. Oui, mais c'est grâce à vos émissions, Brigitte, que j'ai pu... J'en suis ravie si j'ai pu vous apporter du plaisir. Oui. En fait, c'est grâce à vos émissions que, en fait, je me bloquais pas auprès de mes partenaires quand j'avais des sentiments, parce que vous m'avez appris que le fait de se bloquer, on n'est pas totalement ouvert et ça nous permet de moins apprécier les choses. Et donc, en fait, je me relâche totalement et je me dis, s'il a envie de me juger, il me jugera, mais moi, j'ai envie de prendre du plaisir. Non, en tout cas, c'est vous qui vous êtes autorisé cette liberté, certes, peut-être en m'écoutant, mais c'est vous qui vous l'êtes autorisé. Hein. Les deux, on va dire les deux. Si nous y avons participé ensemble. Eh bien, écoutez, continuons. Et par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je parlais de mes différentes expériences à mes partenaires, surtout quand il y a des sentiments entre nous, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça et ils me le rappellent souvent. Oui, tu as eu beaucoup de partenaires
Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont peur que je puisse aller voir des hommes sans. Alors c'est pas forcément ça. Ça peut être ça chez certains hommes, hein, ce désir de possessivité, mais et je sais de quoi je parle. Ça peut aussi être la peur que, comme vous avez eu beaucoup d'hommes, vous avez beaucoup d'expérience, et que du coup ils seront peut-être pas à la hauteur. Vous voyez, c'est pas forcément, pas forcément quelque chose qui a à voir avec le côté macho de l'homme qui veut être le premier, etc. Ça peut aussi les inquiéter sur votre expérience et votre capacité à pouvoir le juger. Et comme on sait que un homme, quand il rencontre une femme sexuellement, il est toujours un petit peu inquiet de s'il va être à la hauteur ou pas, ça peut être aussi ça. Donc il faut avoir beaucoup d'indulgence et ne pas croire que c'est forcément quelque chose d'un peu machiste. Oui, c'est pas forcément ça. Donc maintenant je mens. Il faut pas mentir, faut pas donner le nombre, c'est tout. Vous dites oui, j'ai eu quelques hommes dans ma vie. Quand vous dites quelques hommes, vous mentez pas, mais ça veut pas dire beaucoup. Il interprétera ce qu'il aura envie d'entendre. Au lieu de dire la totalité, j'en dis moins. Non, parce que ça c'est déjà un mensonge. C'est de rester dans le flou. Regardez ma réponse à Franck tout à l'heure. Faut rester dans le flou. Quelques hommes. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est pas une histoire de nombre, effectivement. C'est quand il y a de l'affect, il y a besoin de la sécurité. C'est ça la grosse différence quand même, hein, dans la sexualité avec affect. C'est qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Et parfois, la sécurité va reposer sur notre capacité à pouvoir apporter du plaisir à l'autre. Et c'est vrai que quand il y a un certain nombre de personnes qui ont partagé votre intimité, l'autre peut se dire que du coup, en plus, vous avez un sacré benchmark pour comparer et qui va peut-être pas être à la hauteur et que à cause de ça, vous n'allez pas continuer à vous lier à lui. Voilà. Merci en tout cas Sonia, merci beaucoup de ce témoignage et puis continuez bien sûr. Alors la petite devinette du jour avant de donner la place aux infos. Lorsqu'on lit les statistiques sur l'infidélité, alors il y a deux manières de les interpréter, hein, puisqu'il y a toujours les hommes qui ont eu plus de partenaires que les femmes, hein. Donc soit c'est les hommes qui se vantent, soit c'est les femmes qui mentent. Quelle est la réponse exacte ? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Sandy Boulanger aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes également la créatrice de cette plateforme 13 février. Vous pouvez aller voir sur Internet. C'est une plateforme d'éducation érotique pour les couples qui ont envie de développer leur sexualité. Alors, on va donner la parole à Roland dans un instant. C'est bien aussi qu'on ait des hommes qui réagissent sur le sujet, mais je voudrais la devinette. À la réponse à ma devinette, vous savez que quand on demande aux femmes s'ils ont été infidèles, vous avez des hommes qui annoncent beaucoup plus d'infidélité que les femmes. Alors, est-ce que c'est les hommes qui se vantent? Est-ce que c'est les femmes qui mentent? Quelle serait la bonne réponse? Au milieu des deux, l'une et l'autre? Non, c'est tout simplement parce qu'il doit y avoir des hommes qui baisent entre eux. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Roland. Bonjour. Donc, besoin ou pas de sentiments pour vous? Alors, je dirais que dans l'absolu, oui, le mot faudrait être un petit peu galvaudé peut-être, mais je pense qu'il faudrait des sentiments pour permettre la continuité d'une relation saine, pour ceux qui souhaitent une relation saine. Alors là, vous avez raison, c'est que généralement, s'il n'y a pas de sentiments, la relation dure moins, enfin en principe. Hein. Maintenant, il y a toujours des exceptions. Mais ou c'est du covoiturage. Voilà. C'est bien pour l'énergie. Après, en ce qui me concerne, je pense que en tant qu'homme, évidemment, on sait très bien que les pulsions masculines sont différentes des pulsions féminines, quoique pas toujours, mais effectivement, je pense que l'homme aura plus tendance à consentir une relation sexuelle sans sentiment, alors que a priori pour moi, à mon avis, la femme a plus tendance à avoir envie de se ressentir les premiers sentiments de la relation avant de passer à l'acte. En tout cas, pour l'instant, beaucoup d'enquêtes semblent prouver qu'en effet, un homme qui va être dragué par une jolie femme va plus facilement passer à l'acte qu'une femme qui sera draguée par un joli mec.
C'est vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre propos. En ce qui me concerne, pour mes relations précédentes, là je suis en couple, je suis marié avec 2 enfants. C'est vrai que j'ai pu avoir des relations avec des femmes qui n'ont pas été riches en sentiments, qui ont été plutôt riches en relations sexuelles ou en relations physiques. Mais lorsque je m'apercevais que les sentiments n'étaient pas là, ou lorsque je pouvais ne pas avoir de sentiments pour ces personnes, je mettais un terme à la relation assez rapidement. Je trouvais qu'il y avait après probablement c'est un peu normal, parce qu'en fait ce qui se passe, on a une attirance sexuelle pour quelqu'un, on fait l'amour avec, ça se passe pas forcément si bien que ça, parce que sinon il y a des sentiments qui souvent s'en mêlent. Comme ça se passe comme ça, une fois qu'on l'a découverte, qu'on l'a, comment dirais-je, j'allais dire baiser, mais c'est pas très gentil, mais c'est quand même ça. On a plutôt envie d'autre chose, quoi. C'est assez humain, non Ça me semble assez. Et je pense qu'il y a des femmes qui pourraient dire la même chose, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors que s'il y a du sentiment qui se mêle à la sexualité, on a envie de continuer à voir cette personne, tout simplement. Oui, complètement. Après, je pense que pour une relation saine, oui, il faut continuer à avoir des sentiments pour la personne, sinon ça sert à rien de. Je pense qu'à force, l'un des deux. Après, il y a c'est ça le problème, c'est que le moment où l'un des deux commence à avoir des sentiments pour l'autre et que l'autre n'en a pas, puisqu'à la base c'était juste une relation sexuelle consentie, ça met en danger le couple, et forcément il y en a un des deux qui sera lésé. Ça dépend, parce qu'on peut aussi être bien dans un couple où l'autre nous aime et puis on y trouve d'autres avantages. C'est pas. Vous savez, je crois qu'il faut. Enfin, on peut tout est possible. Après, ce qu'il faut être, là où il faut être vigilant, je crois, c'est sur ce qu'on ressent et essayer de sortir justement des croyances qui sont tellement véhiculées par la société pour ne pas rester dans une relation qui ne convient pas, quoi. Oui, complètement. Oui, c'est un équilibre instable en plus, cette aventure de couple aussi. Donc parfois on se retrouve à trouver un équilibre dans quelque chose qui nous paraissait complètement aberrant avant, inimaginable. Et puis ça évolue, cette relation. Mais l'affect aussi évolue. Ça se transforme, et pas forcément vers quelque chose qui s'effiloche. Ça se transforme, et je pense que c'est déjà aussi ce courage de pouvoir dire qu'on accepte que ça se transforme. Est-ce qu'on continue de le transformer ensemble? Et peut-être qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes orientations sur comment ça doit se comporter un couple, mais quand même on peut peut-être trouver quelque chose au milieu et faire en sorte que ça vaille le coup, parce qu'il y a un équilibre qui peut se trouver quand même. Parce que j'imagine, Roland, entre le moment où vous avez rencontré votre femme, en plus vous avez eu 2 enfants, donc vous êtes passé aussi d'un rôle d'amant à un rôle d'époux, vous l'aimez peut-être pas de la même manière, votre sexualité a certainement aussi évolué, tout ça est de sa part aussi, et donc vous voyez, il faut que tout ça continue à s'accorder dans forcément des petits désaccords qu'il faut surmonter. Enfin, c'est vachement complexe tout ça. Oui, c'est vrai que la sexualité d'un couple, je dirais pas d'un vieux couple, parce que on a aussi bien des couples qui ont la trentaine, la quarantaine, qui ont des vies sexuelles un petit peu endormies, contrairement à des gens qui sont beaucoup plus âgés. Bien sûr. Maintenant, je pense qu'il faut un petit peu de tout, et c'est vrai que le caractère, à mon avis, joue beaucoup, parce que quand on a eu une vie sexuelle en tant que jeune adulte, ou même pendant l'adolescence, on aura peut-être plus tendance à se poser en couple assez rapidement. Mais bon, ce n'est que mon avis. Après, je pense pas que ce soit valable. Vous voulez dire que ce que vous avez eu comme expérience avant de rencontrer votre femme vous a aidé à vous mettre en couple plus sereinement, c'est ça?
Oui, en quelque sorte. Après, c'est vrai que... Vous voulez dire que c'est plus facile de renoncer à avoir des aventures si on en a eu avant, quoi? Oui, aussi. Oui. C'est vrai que moi, quand j'ai connu mon épouse, pour moi, c'était en quelque sorte une conquête de plus. Mais sans affect disons... au début, alors. Sans sentiment. Voilà, et exactement. puis finalement... Oui. Voilà, finalement, Pris les au piège. sentiments, voilà, sont arrivés. Disons que on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avec Brigitte sur une précédente émission. J'avais un petit côté rebelle, un petit côté bad boy. C'est vrai que j'étais plutôt enclin à apprendre à jeter. À pas vouloir vous engager, donc. Hein. Voilà, exactement. Tout à Et fait. elle vous a eu. Et oui, c'est elle qui a tenu bon et contre vents et marées. Et puis, elle m'a bien agrippé et puis elle m'a pas lâché et puis moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous étiez un petit peu attaché, accro et en train de tomber amoureux? Je dirais que c'est quand la personne s'éloigne un petit peu ou quand on n'est plus assez proche de la personne depuis quelques jours, il y a un manque qui s'installe assez rapidement. Mmh. Donc on cherche à revoir la personne, on cherche à revoir l'autre. Mais est-ce que c'est elle qui a provoqué cet éloignement d'une manière un peu tactique, ou est-ce que c'est tout simplement parce que comme vous n'étiez pas engagé, vous ne vous voyez pas si régulièrement que ça? Voilà, c'est ça, c'est que bon, à l'époque, on vivait chacun de notre côté. Et le fait d'avoir un petit peu notre vie à part entière comme ça, sans forcément habiter l'un avec l'autre, mais petit à petit, le fait de s'éloigner un petit peu, de se chercher l'un l'autre, quelque part finalement ça finit par créer un manque. Et après, on s'aperçoit que finalement, on commence à avoir des sentiments et on ressent un attrait et un manque de la personne, hein, tout simplement. C'est un manque. Donc, elle a personne. eu l'intelligence, malgré les sentiments qu'elle avait pour vous, de pas être dépendante de vous. Et oui, mais justement, c'est ça qui est très dur à faire quand on tient et qu'on veut rester avec quelqu'un. C'est très dur de prendre un petit peu sa distance pour essayer de montrer, malgré l'autre, que finalement il arriverait à déclencher quelque chose. Et c'est pas évident. C'est le propre des sentiments, hein. C'est qu'on peut parfois frôler cette frontière de l'attachement, mais péjoratif, l'enchaînement, et puis il y a toujours un peu cette peur quand même, hein, qui peut être tapie à l'intérieur de nous dire si jamais j'aime trop, je vais me faire enchaîner. Et puis des fois il y a un peu de lassitude où on se dit ça y est, donc c'est toujours une histoire le sentiment peut être très vite être perçu comme une prison. Donc c'est pour ça que c'est parfois aussi facile, hein, de ne pas avoir de sentiments comme ça. On garde sa totale liberté, on profite et on jouit des choses positives, des liens qu'on peut faire comme ça avec les gens. Et puis l'évolution du couple va vous amener à traverser tout un tas d'épreuves. Hein. Alors c'est pas Ulysse, mais pas loin. Mais on est plutôt rassuré. Comme vous témoignez encore aujourd'hui, c'est que vous êtes proche d'Ithac et que vous viendrez forcément partager vos actes héroïques. Mais c'est une première étape aussi parfois de ne pas avoir de sentiments. Puis il y a des personnes qui peuvent continuer à être très heureux, très équilibrés, sans mettre jamais de sentiments. Et aussi, peut-être que quand on se voit plusieurs fois, il y a des sentiments qui apparaissent. Et puis on décide de se mettre ensemble et garder la curiosité et un peu de distance, c'est pas évident dans le couple quand on habite ensemble, quand on est des parents, et retrouver un peu cette peur de pouvoir perdre l'autre, ou que ne serait-ce que l'autre nous manque. Oui, sauf que, à mon avis, vous n'êtes pas trop dans la fusion ou vous relance. Parce que moi, je dis souvent que dans le désir de rester indépendant et donc de ne pas être amoureux, il y a deux choses. Hein. C'est soit en effet parce qu'on est assez indépendant de nature, soit parce qu'on est indépendant par peur de souffrir.
Et généralement, celui qui est indépendant par peur de souffrir, s'il se fait avoir et qu'il tombe amoureux, il devient très dépendant et très, très fusionnel. Mais dans la manière dont vous parlez de votre couple, je crois que vous êtes resté quelqu'un d'assez indépendant et donc vous êtes bien en couple et je crois que vous êtes heureux d'être en couple, mais vous avez aussi votre vie, quoi. Vous n'êtes pas... Oui, complètement. Complètement. On est d'accord. C'est vrai qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'accorder cette deuxième vie, entre guillemets, parce que j'ai eu à faire face à une rupture il y a pas mal d'années qui a été très très douloureuse pour moi et j'imagine aussi pour elle. Mais c'est vrai que cette relation, c'était une relation qui datait de nos fins d'études au lycée. Et bon, au début, c'est vrai que cette personne est venue, cette jeune femme était venue à l'époque vers moi et je n'y avais pas prêté forcément attention. Mais bon, puisque j'étais célibataire et puis elle aussi, elle m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire. Et disons qu'on a entamé une relation de jeunes adultes. Et puis petit à petit, j'ai appris à m'attacher à cette personne. Et donc c'était un premier amour et donc une rupture d'un peu douloureuse. Donc il y a un peu des deux donc chez vous. Oui. Et je pense que une peur de souffrir et en même temps. Oui. Oui, et puis et c'est vrai que c'est les phases par lesquelles on est passé, les phases amoureuses. Bon, après j'ai eu d'autres relations qui se sont très bien passées, mais qui ont été plus ou moins courtes. Mais là, je n'avais pas vraiment de projet de vie de couple en fait, et c'est un petit peu. C'est un petit peu la vie qui s'est... c'est un petit peu ce qui s'est présenté à moi comme ça et je l'ai pris... Oui, vous avez dit oui à l'amour de nouveau. Ben oui. Ça vous avait permis de vous réparer, de reprendre confiance et puis vous êtes laissé dire oui. Eh ben merci en tout cas Rolande de vous être confiée à nous. Merci beaucoup. Et on voit comment c'est fluctuant tout ça. Oui. On va continuer dans un instant avec Nolwenn et nous allons rêver comme tous les vendredis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors le rêve, bien sûr, ça parle de nous, Sandy Boulanger, on le sait. On va donner la parole à Nolwenn qui va nous raconter son rêve dans un instant. Mais comme chaque vendredi, je vous donne un petit peu de symbolique. On va parler de la nourriture. C'est quelque chose qui revient souvent, évidemment, dans les rêves. La nourriture a à voir beaucoup avec l'affect. C'est un manque d'amour qui va déclencher un transfert sur la nourriture, par exemple, dans la vie, mais également dans les rêves. Alors c'est sûr qu'un fruit juteux, sucré, ça va pas avoir la même signification qu'une pomme pourrie. On est bien d'accord. Donc ce que vous rêvez de manger ou de ne pas manger d'ailleurs signifie quelque chose. Si vous rêvez que vous avez faim, ça signifie certainement qu'il y a un désir ardent qui vous habite. Se sentir affamé ou encore plus assoiffé, ça indique un manque d'amour quelque part. La soif est évidemment significative puisque l'eau c'est l'élément essentiel pour nous. On commence sa vie dans l'eau. Si vous êtes exclu d'un repas, ça peut signifier que vous avez le sentiment d'être mis à l'écart. Par exemple, un chômage peut provoquer ce genre de rêve. Si vous avez du mal à avaler, si un aliment se trouve bloqué dans votre gorge, il y a sans doute quelque chose que vous avez du mal à accepter. Et puis vomir, c'est encore plus fort, évidemment. Bonjour Nolwenn. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Nolwenn. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous votre rêve. Oui, Nolwenn, on vous écoute. Je suis dans le vide. Je marche sur des rondins de bois et à un moment donné, je tombe et tout le long de la nuit, j'ai l'impression que je ne fais que tomber. D'accord. Et vous tombez, vous voyez votre chute jusqu'au bout où vous arrivez? Oui, je revois plein de choses de ma vie et non, j'arrive jamais. Je me réveille et j'arrive jamais. D'accord, vous n'atterrissez pas sur quelque chose. Non. Et cette chute, vous la sentez plutôt, c'est quelque chose qui vous angoisse? C'est un rêve qui ça m'angoisse quand je me réveille, mais quand je suis à l'intérieur, je revois ma vie, donc c'est pas désagréable, mais par contre, je me pose plein de questions après. Mais éveillé, cette fois-ci. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Et c'est un rêve qui revient souvent. Oui. D'accord. Et les rondins, ils sont comment dans votre rêve? Vous les voyez qui s'avancent un peu au loin ou c'est à chaque fois que vous faites un pas? Non, c'est comme un chemin et à un moment donné, il n'y en a plus, je continue, je tombe.
Oui, oui. Bon, de toute façon, on est d'accord, les rondins, c'est pas quelque chose de très stable. Non. Donc, vous avez sans doute en ce moment, enfin, je sais pas depuis combien de temps vous faites ce genre de rêve qui revient, hein, visiblement, donc qui forcément est significatif pour vous. Parce que encore une fois, un rêve qu'on fait une fois n'est pas forcément à interpréter, mais quand c'est un rêve qui est récurrent, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que pour l'instant dans votre vie, ça manque de stabilité sur. Enfin, en tout cas, vous ne savez pas trop sur quoi vous appuyer. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Oui, complètement, ouais. Et si vous arrivez à vous appuyer, quelque part, c'est comme si le sol se dérobait sous vous. Oui, c'est à peu près ça, ouais, en plus. Et Oui, donc tout à fait. vous avez un petit peu peur actuellement de pas, enfin vous savez pas trop comment vous positionnez et vous avez un peu peur de faire les mauvais choix dans ma vie actuelle. Exactement. Et donc je pense que ce serait important que vous puissiez, suivant les domaines dans lesquels vous avez peur de faire les mauvais choix, moi je vous conseillerais de mettre noir sur blanc parce que le fait d'écrire, ça nous permet de mieux éclaircir nos désirs et nos capacités. Quels seraient vos objectifs dans les différents domaines, hein? Alors le domaine professionnel, matériel, affectif et existentiel, hein. Quand je parle d'existentiel, ça peut être spirituel ou la place qu'on se donne à soi-même. C'est sur ces 4 domaines-là, il serait peut-être bien que vous exprimiez clairement ce que vous ne voulez plus et ce à quoi vous aspirez, en considérant bien que quand on se crée un désir, il faut voir s'il est réalisable. S'il n'est pas réalisable, il faut passer à un désir qui soit réalisable. Sinon, on se raconte des histoires. D'accord. Donc, il faut que j'écrive les choses qui sont réalisables. Là, à mon avis, que je veux. Ouais. Ce que vous aimeriez, hein, parce que ce que je veux après, c'est la deuxième étape. Parce qu'après, c'est important de faire la différence. On peut désirer quelque chose. Et puis, en fait, par exemple, on a 40 ans et on désire être danseuse étoile parce qu'on adorerait être danseuse étoile. Mais à 40 ans, on ne va pas commencer une carrière de danseuse étoile, hein. Donc, vous voyez, on peut être... Et c'est là, quand on écrit clairement ce qu'on veut, ce qu'on désire, pardon, on peut se rendre compte que ce qu'on désire est totalement utopique. Vous voyez, et la différence entre le désir et ce qu'on veut. D'accord. Oui. Mais c'est bien aussi de pouvoir dire ce qu'on désire. Parce que si on a un désir qui est irréalisable, eh bien, il va falloir travailler et abandonner ce désir irréalisable. Vous voyez ? Oui, il faut rester... Il faut rester concret. Concret. Et peut-être que si vous êtes... et les pieds sur terre, vous voyez, vous venez de le dire. Et on voit pas bien, sur les rondins. On voit bien que les rondins, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Je pense qu'il y a certainement enfin, si on essaye d'interpréter votre rêve et ce que vous venez de nous dire, je pense que vous avez certainement des désirs qui ne sont pas tout à fait réalisables pour l'instant. Et c'est ça qui est compliqué pour vous. Ouais, c'est surtout, je pense que le côté aussi, pas savoir sur qui s'appuyer et tout ça. Ouais, je pense que c'est une super piste. Ouais. Eh ben, vous savez sur qui vous pouvez vous appuyer ? Non. Eh ben, sur vous. Oui, c'est vrai. Oui. Et ben voilà, et c'est toute la différence. Vous voyez, si vous savez mettre clairement vos objectifs, vos désirs qui sont réalisables, vous pourrez vous appuyer sur vous. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est tout le travail qu'on devrait tous faire tout le temps, mais qu'on ne fait jamais parce que on se laisse emporter par le chemin. Oui, par nos habitudes, nos croyances, Vous voyez, donc faites ce petit travail sur par écrit. Vous mettrez le temps qu'il faut. Hein. C'est pas un truc à faire en 1 heure. Hein. Il faut un peu de temps, hein, pour arriver à comprendre vraiment nos objectifs dans les différents domaines. Oui, super. Vous m'avez donné des bonnes pistes. Je vais m'en servir, je pense. Eh bien, passez un bon week-end, Nolwenn. Vous aussi. Merci beaucoup. Et merci de votre confiance. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. On va parler de fellation et on va donner quelques conseils parce que parfois, ça peut faire mal aussi. Sud Radio, Brigitte Lahaie, le Love Conseil.
Alors la fellation, eh bien oui, il y a des femmes qui ont peur de faire mal, et donc j'ai passé un petit peu en revue les choses à éviter pour que justement elles puissent en toute confiance faire une fellation. Donc déjà attention aux dents parce que c'est une vraie frayeur des messieurs ça, hein, et il faut juste rappeler que c'est le gland, la partie la plus sensible, et que en effet ça ne se mord pas, hein, ça se lèche comme un esquimau et non pas comme un truc qu'on a à croquer. Bref. Ensuite, il vaut mieux de temps en temps quand même savoir donc que c'est le gland la partie la plus sensible et qu'il faut sur le gland faire des petits coups de l'échouille plutôt que de l'aspirer comme si c'était un biberon. Ensuite, ne fermez pas trop les yeux. C'est vrai que les hommes aiment bien regarder, et si vous croisez son regard, ça peut l'exciter un peu plus. Hein. C'est un petit truc comme ça, un petit conseil qu'on peut donner. Alors certains hommes aiment qu'on mette un doigt dans le rectum, mais attention parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, donc vaut mieux prévenir. Et puis attention aux ongles qui peuvent parfois blesser, hein, c'est important. Et puis ensuite, n'arrêtez pas à n'importe quel moment. Si vous êtes un peu fatigué, ce qui peut se comprendre, hein, servez-vous de vos deux mains pour faire comme un étui qui va donc faire un mouvement de va-et-vient qui va faire coulisser la verge. Et puis comme ça, pendant ce temps, vous reposez un peu votre mâchoire. Mais faut pas arrêter comme ça subitement. Hein. Voilà, vous avez aussi le droit d'arrêter à un moment donné si vous en avez marre. Hein. Je suis pas non plus... mais c'est important de... Voilà. Et quant aux relations d'un soir, je dois rappeler qu'il vaut mieux faire une fellation avec préservatif. Et pour ça, il vaut mieux apprendre soi-même à en mettre un avec nos doigts et la bouche. Il faut s'entraîner parfois un petit peu. Hein. C'est pas si simple que ça de mettre un préservatif sur un pénis. Et donc on peut s'entraîner. Par exemple sur une banane ou sur un jouet intime. Voilà. Et il faut apprendre à le dérouler. Donc voilà, j'allais dire au bout quand on en a mis 2-3 sur un jouet, après on doit être capable de le mettre sur un pénis, non? Oui, et puis après c'est une histoire de lien aussi. Enfin, c'est jamais un moment d'une grande communion, donc c'est plutôt un moment de joie quand on met un préservatif sur le pénis de son partenaire. C'est que c'est quand même un moment de jeu. C'est pas comme s'il le mettait tout seul dans son coin. Voilà. Donc c'est un jeu, c'est joyeux, c'est festif. Et puis, si vous avez peur de l'hygiène éventuelle, commencez à prendre une douche ensemble et puis voilà, ou nettoyer. Enfin, voilà, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des réticences qu'ont certaines femmes. Et justement, c'est lundi avec Vincent Hupertan qu'on parlera de la fellation. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que tous les hommes en veulent? Et on donnera aussi quelques conseils bien pratiques. Vous avez peut-être déjà un conseil pratique à donner? Non, je crois qu'il faut rester aussi à l'écoute, à l'observation des ressentis de l'homme. C'est que voilà, il y a certains hommes qui aiment certaines pratiques, certaines façons justement de lécher, d'aspirer ou pas. Et puis c'est très propre à chaque personne. Donc même si on veut y mettre tout son cœur et qu'on veut faire très très plaisir, il ne faut pas oublier de se laisser regarder justement comment ça se passe pour l'autre. Eh bien, on va accueillir Antoine Guénin, qui est avec nous, et qui est psychologue, psychothérapeute, qui vient de sortir un livre qui peut paraître comme ça, a priori, assez curieux. Ça s'appelle Psy, pute, curé, 3 pratiques de la relation intime. Et c'est paru aux éditions Les Pérégrines. Bonjour Antoine Guénin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le titre, Sandy Boulanger, c'est vrai, quand j'ai reçu le livre, j'ai trouvé ça assez amusant. Et je dirais pas que ça m'a surprise, parce que j'ai tout de suite compris quel était le sens du livre. Mais en même temps, Antoine Guénin, je pense qu'il est volontairement un peu provocateur. Tout à fait. Ah, je vous ai saisi. Oui. C'était presque... oui, je cherchais à attirer par le titre, même si au début de ce travail, je faisais une mauvaise représentation de ce qu'était le travail du sexe et une pute et ce que recouvrait le mot pute. Mais petit à petit, ça s'est affiné, oui.
Mais en même temps, je commence par quelque chose que vous dites au début du livre, d'ailleurs, et je trouve que c'est assez juste. Vous parlez d'ailleurs beaucoup de ce que disait Griselidis Réal, qui était une prostituée assez revendicative, quand elle dit on ne vend pas notre corps, on vend notre temps et notre technique. Et c'est intéressant, parce que je suis assez d'accord que beaucoup de putes font un peu font du bien aux hommes au sens thérapeutique, mais en même temps, elles ont souvent besoin de se défendre, de ne pas vendre leur corps. Oui. Oui. Je cherche à bien saisir votre question. Oui, la question de la vente du corps, c'est évidemment pas le propos des putes elles-mêmes. C'est ceux qui stigmatisent le travail du sexe qui tiennent ce genre de propos. Oui, mais en même temps, alors elles le vendent peut-être pas, mais elles travaillent quand même avec le corps. Et c'est quand même une différence fondamentale avec justement le thérapeute qui ne va pas créer même pas de toucher. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même presque difficile de le toucher, et même quelque chose de très... Donc c'est assez intéressant. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce rapport entre le psy et la pute, c'est que finalement, on peut donner, on peut soigner aussi bien par le corps que par la parole, quoi, quelque part. Tout à fait. Et ce que j'ai découvert au fur et à mesure de ma recherche, c'est que dans le champ thérapeutique, on considère que le cadre est un élément essentiel de ce qui fait thérapie, et que du côté de la pute, selon la façon dont elle conçoit son cadre de travail également, et selon la façon dont elle prend en compte le problème sexuel apporté par le client, eh bien, la passe peut devenir un espace thérapeutique. Oui. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes qui vont voir des putes, pour moi, le mot n'a rien de péjoratif, je précise pour ceux qui nous écoutent, sont souvent des hommes qui souffrent, de toute façon. Oui, pas forcément des hommes qui ont des besoins sexuels. Oui, tout à fait. Et parfois même, ils viennent juste pour parler. Juste pour être écoutés. C'est vrai. En plus de ça, oui. Peut-être moins dans la prostitution de rue, où il y a peut-être plus le besoin sexuel. Bien sûr, c'est pour ça que mon livre, dès le début, je délimite le champ et je dis ça concerne les travailleuses du sexe qui revendiquent ce choix et qui sont très minoritaires dans tout ce qui est prostitution au sens large. Alors le curé, c'est encore autre chose. Est-ce que pour vous, il a autant de compréhension de la nature humaine que la pute, justement? Je ne parlerai pas du thérapeute. Normalement, un bon thérapeute connaît bien l'être humain, encore que parfois j'en doute, mais ça ne regarde que moi. Je pense que ça dépend des curés. Ah bah oui, monsieur, vous faites des réponses normandes. Non, mais j'essaye Il se trouve que j'ai découvert que vous aviez vous-même écrit un livre avec Patrice Gourier, qui est prêtre et psy. Voilà, et il faisait partie des gens que je citais dans une version antérieure du livre. Donc... oui, donc... Oui, je réfléchis. La connaissance de la nature humaine... Je crois que ce que je cherche à dire par-dessus tout à travers ce livre, c'est que quelle que soit la façon dont on aborde l'être humain, que ce soit par le corps, par le sexe, par l'esprit, par le curé ou par la psyché, par l'âme, ce qu'il y a de plus important, c'est la relation. C'est l'amour. Là encore, on peut parler du terme d'amour. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe entre la personne et l'autre, quoi. Le lien, en fait. Oui, mais évidemment, il ne s'agit pas d'amour au sens amoureux, au sens d'un couple. Il n'y a pas d'affect, alors, pas de sentiment. Si, il y a du sentiment, mais c'est pas du sentiment amoureux au sens du couple. Je pars d'un livre qui s'appelle Qui aime quand je t'aime, dans lequel sont évoqués les 10 termes grecs pour parler d'amour. Oui, Jean-Yves Leloup. Voilà.
Et tout en bas, au sens le plus animal, il y a porneia. Et tout en haut, il y a des termes comme agapé, eunoia, qui parlent d'amour dévouement, d'amour gratuit, d'amour célébration. Et c'est plus dans ce sens-là que j'ai de relations d'amour pour ces trois professions. D'où d'ailleurs, pardon, l'importance de l'argent. Hein, parce que justement, ce sont des prestations professionnelles et l'amour. Mais l'argent finalement met à distance le sentiment qui pourrait être amoureux, au fond. Oui. Puisqu'on achète du temps et de l'expérience. Oui, à la fois il met à distance, à la fois il dégage du sentiment de dette hein, de la part de l'usager, et en même temps il permet à cette forme d'amour d'apparaître, mais de façon gratuite. Ce n'est pas l'argent qui conditionne l'apparition d'une forme d'amour ou pas. Mais le curé, on ne le paye pas. Ah, le curé, je crois que on ne le paye pas directement, mais il est rémunéré pour sa pratique confessionnelle. Oui, bah, il aurait mieux fait d'être psy ou pute, hein, parce qu'il gagnerait mieux sa vie. Non, mais ce qui a quand même, me semble-t-il, la différence entre les trois, je suis assez d'accord hein, avec ce que vous dites. De toute façon, dès qu'on parle dès qu'on confie à l'autre son corps, son esprit ou son âme, finalement, quelque part, on se fait du bien puisqu'on accepte sa vulnérabilité et donc on accepte de donner sa souffrance, de libérer sa souffrance. Hein. Donc je suis complètement d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'évoquer ce livre, Psy, pute, curé, 3 pratiques de la relation intime, Antoine Guénin. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que, à mon avis, il y a une différence fondamentale entre un bon psy et la pute et le curé, qui peuvent être très très bons, mais c'est le problème de la croyance, c'est-à-dire que la pute, elle a quand même souvent des croyances qu'elle n'a pas dépassées. Quant au curé, ses croyances, elles sont forcément affichées, tandis que le thérapeute, lui, normalement, a dépassé ses croyances. Et donc, il est forcément plus objectif, si je puis dire, face à son patient. Je pense que ça dépend de la façon dont on pratique la thérapie. Je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on appelle la neutralité dans le champ thérapeutique. Au contraire, moi, je crois que le psy doit être engagé. Oui, bien sûr, mais normalement, il ne doit pas projeter ses croyances sur le patient. Un bon thérapeute. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont devenus thérapeutes pour soigner leurs blessures, hein, donc forcément, ils projettent, mais normalement, ils ne devraient pas. Je crois que ce qu'il y a de plus important là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'analyse du contre-transfert. C'est-à-dire qu'on est impliqué, on peut éprouver des choses, mais on travaille sur ce que ça nous fait. On réfléchit à ce que ça nous fait. Bien sûr, mais est-ce que la pute et le curé peuvent réfléchir à ce que ça leur fait? Je ne suis pas sûre, parce que justement, ils n'ont pas ce bagage. Alors, du côté du prêtre, d'après ce que j'ai lu en termes de formation, eux-mêmes se confessent. Donc, ils font une espèce de travail qui ressemble à la supervision dans le champ thérapeutique. Eux-mêmes réfléchissent à ce qu'ils font dans la confession. Du côté de la pute, effectivement, je n'ai rien lu de tel. Oui. Enfin, cela dit, il y a des putes qui sont très psy, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Oui, j'imagine bien, oui, tout à fait. À force de fréquenter, hein, c'est comme les policiers, hein, à force d'être confrontés à la noirceur de la nature humaine, on devient psy. Hein. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, Antoine Guénin ? Il y a l'idée de réfléchir à ma propre pratique. En fait, j'avais déjà écrit un premier livre qui n'est pas publié, qui se basait sur mes séances, toutes les séances de mes 2 premières années de pratique. Et au bout de ces 2 ans, j'y voyais plus grand-chose. Donc je me suis dit, il faut que je commence à réfléchir à ce qui se passe à l'extérieur. Et j'étais déjà dans la réflexion portant sur ce qu'il y a de plus important, c'est la relation. Et donc je me suis dit, mais quels sont les autres métiers dans lesquels la relation intime, la relation à deux, est centrale.
Et je suis assez vite tombé sur le prêtre, d'abord parce qu'on m'avait déjà renvoyé dans mon cabinet, je suis au confessionnal, ou des choses comme ça, où je vais avouer, je vais vous confesser. Donc ça me paraissait assez clair. Et puis la pute, c'est l'opposé dans le champ sociétal du curé, du point de vue de la morale. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc je trouvais ça pertinent de la rajouter avec... de la rajouter, mais il y a aussi quelque chose que je cherche à faire à travers ce livre, c'est à réconcilier des pôles, justement des pôles opposés dans la société, de dire, vous voyez, vous les opposez, vous les stigmatisez, et en fait, ils sont beaucoup plus proches l'un d'autre que ce que vous pouvez croire. En tout cas, ils sont tellement utiles pour ceux qui souffrent, tous les trois. Psy, pute, curé, 3 pratiques de la relation intime. C'est aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup, Antoine Ganin. Merci à vous. Et on va conclure avec un petit test des blessures de notre enfance. Voilà aussi un moyen de mieux se découvrir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors là, je crois que vous allez être d'accord avec moi, Sandy Boulanger. Comprendre nos blessures d'enfance, c'est très important parce que ça nous permet de savoir ce qui nous fait souffrir et parfois même de mettre des mots sur nos émotions principales que parfois on a plus de mal à... Et donc j'ai fait une émission la semaine dernière sur les blessures d'enfance qui a beaucoup fait réagir et je me suis dit tiens, je vais proposer un petit test sur nos 5 blessures d'enfance. Et donc c'est Tania qui va le faire avec nous, ce test. Bonjour Tania. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Tania. Et puis vous pourrez bien sûr le faire vous aussi si vous le désirez sur le site sudradio.fr. Donc Tania, Sandy Boulanger, je vais vous passer en revue 5 affirmations de 5 blessures. Donc ça va être les blessures A, B, C, D, E, évidemment. Et vous allez me dire, Tania, dans laquelle vous vous reconnaissez le plus. Il va falloir en choisir une des 5 et c'est pas si simple parce que souvent on a un petit peu de tout. On n'est pas, c'est pas toujours si net. Donc on commence par la blessure numéro A. Je vous lis les 5 propositions. L'argent, c'est pas mon moteur. Le sexe sans amour, c'est rien. Je préfère fuir que me disputer. Je doute souvent de mes capacités. Je n'aime pas prendre la parole en public. Ça, c'est le A. On va passer au B. J'aime demander des conseils avant de prendre une décision. Mon moral est assez fluctuant. J'ai du mal à accepter qu'on me dise non. J'ai besoin de me sentir appréciée. J'ai tendance à trop m'épancher sur mes problèmes. Ça, c'était le B. Déjà, vous pouvez savoir s'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Petit C. Je prends beaucoup sur moi. J'ai tendance à être trop disponible pour les autres. J'ai toujours besoin de reconnaissance. Les critiques me blessent terriblement, mais je ne sais pas le montrer. J'ai tendance à me sentir parfois ridicule. Ensuite, on passe à D. J'ai un œil laser, rien ne m'échappe. Je ne supporte pas le mensonge. J'ai des convictions et je m'y attelle. Je suis capable d'agir rapidement et de me sentir responsable. J'aime qu'on reconnaisse mes mérites. Et on termine par la blessure E. Quoi qu'il m'arrive, je ne me plains jamais. Je suis assez perfectionniste. On me considère souvent comme quelqu'un d'un peu distant. Je n'aime pas m'épancher sur mes émotions. Et j'ai un peu tendance à contrôler. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez ? Non, le plus marquant, on va dire, ça va être le A. Le A. Oui. Eh bien, vous avez donc principalement une blessure de rejet. Alors, je vais vous lire ce que ça signifie, la blessure de rejet, parce que vous allez me dire si ça vous parle. Vous avez tendance à douter de votre droit à être, et donc ça vous fait souvent fuir, ou en tout cas, vous allez éviter d'attirer l'attention sur vous. Alors, vous manquez sans doute un petit peu d'estime de vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut oser prendre votre place et à vous complimenter le plus souvent possible, à être fier de vous, à vous rassurer sur votre capacité à avoir bien fait ce que vous avez fait et à vous donner des petits objectifs pas trop importants pour justement oser aller vers la vie. Voilà. Ça vous parle, ça ? Oh, mais complètement. Qu'est-ce que vous avez bien fait d'oser appeler ? Voilà. On va dire que je travaille dessus depuis 2 ans, la blessure de rejet.
Oui, donc vous voyez, c'est un test qui visiblement fonctionne bien. Et je crois que c'est vraiment un test que tout le monde devrait faire. Moi-même, quand je me suis amusée à le faire, ce test, je me suis évidemment reposée sur certaines personnes qui ont écrit, notamment Chabi Langlois, qui a fait un très joli livre sur les blessures d'enfance. Je me suis dit, ça peut vraiment aider tous ceux qui nous écoutent. Donc vous pouvez aller le faire si vous voulez. Et vous, Sandy, vous seriez retrouvée dans quoi? Plus dans le D, moi. Dans le D. Alors le D, qu'est-ce que c'est? C'est la blessure de trahison. Donc vous avez trop besoin de convaincre que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes trop exigeante avec vous-même et un peu avec les autres, et puis vous voulez vous sentir indispensable. Vous pourriez même un tout petit peu travestir la vérité si ça pouvait vous permettre d'avoir le beau rôle. Donc il faut vous affirmer moins fort et accepter les différences, apprendre à vous faire confiance et à faire confiance. Ça vous parle assez? Oui, ça a pu me parler, oui, beaucoup. Voilà, donc c'est un test qui me paraît intéressant, sachant toujours qu'on a toujours une blessure légèrement dominante, mais il peut y en avoir une autre sous-jacente. Mais parfois, on peut aussi croire qu'on a telle blessure, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est parce que l'autre, elle est tellement profonde et tellement douloureuse que elle a été masquée par une autre. Mais vous, visiblement, Tania, vous aviez l'air de la connaître, votre blessure de rejet. Oui, tout à fait. Je pense effectivement, comme vous disiez, alors déjà merci d'avoir confirmé, avec un œil extérieur et professionnel, ce que je pense depuis, quasiment 2 ans. Et effectivement, je parle pour moi, je pense qu'on passe toujours, il y a plein de blessures qu'on peut avoir, et des fois on peut avoir le doute, mais la difficulté c'est d'avoir l'analyse et se dire, là tu réagis parce que c'est la blessure de rejet, prendre la distance et puis prendre conscience pour avancer. Mais c'est super de m'avoir confirmé ça, je vous remercie. Je vous en prie, Tania, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté de faire ce test avec moi. Et je voulais juste ajouter sur les blessures, j'entends trop souvent des gens me dire qu'ils ont une blessure d'abandon. Et attention, parce que c'est un petit peu le jouet favori des psys, vous avez une blessure d'abandon. Bon, on a tous pas envie d'être abandonné. Enfin, je veux dire, quand on aime quelqu'un, on n'a jamais envie d'être quitté. Mais la blessure d'abandon, elle est pas forcément toujours là. Et je trouve que ça, c'est un petit peu quelque chose que j'entends trop souvent sur ces blessures d'enfance. De toute façon, le rejet, c'est aussi être abandonné. De toute façon, on peut toujours mettre de l'abandon partout. Donc, il faut faire attention de ne pas se focaliser sur notre blessure d'abandon. Vous êtes d'accord avec ça, Oui, Sandy? ça peut faire passer à côté des autres blessures. C'est ce que vous disiez, justement. Celles qui peuvent être plus profondes et plus difficilement atteignables. Donc c'est un peu l'étendard, l'abandon. Mais effectivement, je pense que chacun peut sentir cette peur d'abandon. Après, c'est pas forcément notre blessure prioritaire. Eh bien, merci en tout cas, Tania, d'avoir joué et d'avoir fait ce test avec nous. Merci à vous. Merci, Sandy Boulanger. Je rappelle que vous êtes la créatrice de cette plateforme 15 février. Et donc, j'invite les couples qui ont envie un petit peu de mettre de fantaisie dans leur sexualité, d'aller voir de quoi ça parle, comment ça fonctionne, puisque on l'a dit, on peut certes faire du sexe sans amour, mais quand il y a de l'amour, autant garder le sexe aussi. Exactement. Et ça se travaille. Et ça se travaille, absolument. Et puis, on a besoin parfois de conseils, et vous êtes là pour ça. Merci beaucoup, Sandy Boulanger. Merci à vous. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et puis, lundi, on sera avec Vincent Hupertan. Il est urologue et sexologue. Et on abordera la fellation. Il y a beaucoup à dire. Oui, je crois qu'il y aura beaucoup à dire, mais on ne peut pas parler la bouche pleine. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment on va faire. Faudra choisir. Il faudra choisir, absolument.